Je m'appelle Chloé Mercé. J'ai 34 ans et, 3 jours après une opération de la colonne vertébrale, mon père a décidé que ma maison lui appartenait. Tard le vendredi, alors que j'étais allongé à plat avec un corset autour de la taille, il a appelé et a annoncé « Nous allons utiliser ta maison pendant 3 jours. C'est parfait pour notre séjour à la plage. » Il n'a pas demandé ce que le chirurgien avait dit. Il parlait comme si la décision avait déjà été entérinée. Je lui ai dit que je pouvais à peine me tenir debout assez longtemps pour atteindre la salle de bain et je leur ai demandé de ne pas venir. La semaine suivante, ma mère a répondu en arrière-plan, calme et définitive. Les plans ne changent pas. Puis mon père a ajouté que la famille n'avait pas besoin de permission et a mis fin à l'appel. Pendant des années, j'avais confondu la capitulation avec le maintien de la paix. Cette nuit-là, quelque chose en moi a finalement refusé de plier. J'ai ouvert un ancien dossier sur mon ordinateur portable, lu les documents que j'avais autrefois eu trop peur d'utiliser, et envoyé un seul message à la seule personne qui comprenait ce que mes parents avaient fait. Samedi matin, leur VUS est entré dans mon allée avec des bagages, des chaises de plage et de la nourriture de traiteur pour bien plus de 2 personnes. Mon père est sorti en souriant jusqu'à ce qu'il voie la personne qui attendait déjà à côté de ma porte d'entrée avec un dossier en cuir sous le bras. Ma mère s'est arrêtée si brusquement qu'une valise a basculé sur le trottoir. Leurs visages sont devenus blancs et j'ai regardé depuis la caméra de l'étage. Mon père murmurait « Pourquoi cette personne est-elle ici ?» Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite, et pourquoi ils sont partis avec bien moins que leurs bagages, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes? D'où regardez-vous, et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La personne à la porte était Lucas Grant, mon plus vieil ami et un avocat spécialisé en droit immobilier. Il n'était pas là pour me sauver, et cette distinction était importante. Il était là parce qu'à 1h14 ce matin-là, je lui avais enfin demandé de m'aider à faire respecter une limite que je possédais sur le papier, mais que je n'avais jamais défendue dans la vie réelle. Lucas se tenait à côté d'un clavier numérique nouvellement installé, tenant un avis formel qui révoquait toutes les anciennes permissions que mes parents avaient jamais supposé posséder. Son expression était sérieuse, pas triomphante. Il avait passé des années à me dire que le comportement de mon père était compliqué, un mot que les gens utilisent lorsque la vérité est trop inconfortable à nommer. La nuit précédente, après avoir vu ce que je lui avais envoyé, il avait cessé d'utiliser ce mot. Mon père s'est rétabli le premier. Il s'est avancé vers Lucas avec le même large sourire exercé qu'il utilisait quand il voulait qu'une pièce croie qu'il était en contrôle. « Ceci est une affaire de famille », a-t-il dit. Chloé doit être confuse à cause des médicaments. J'ai entendu chaque mot à travers le système de sécurité. J'étais à l'étage dans la chambre de convalescence que mon médecin m'avait aidé à préparer avec de l'eau, des médicaments et un déambulateur à portée de main. Je n'avais aucune intention de me traîner en bas d'un escalier pour prouver que la douleur n'effaçait pas mon autorité. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. « Je ne suis pas confuse, papa. Vous n'avez pas la permission d'entrer. » Sa tête s'est tournée brusquement vers la caméra. Pendant une seconde, le sourire a disparu. Ma mère s'est approchée de la porte et a soulevé un sac en toile comme si c'était une preuve d'innocence. « Nous avons apporté des repas, » a-t-elle dit. « Nous venions pour prendre soin de toi. » Derrière elle, le coffre ouvert montrait 3 valises à roulettes, des parasols pliés, 2 caisses de vin pétillant et des cartons de table imprimés avec des noms que je ne reconnaissais pas. Les soins n'arrivent pas avec 14 couverts. Lucas a levé la vie et a expliqué que les serrures avaient été changées à ma demande, que la propriété était uniquement la mienne, et que toute tentative d'entrée après un refus serait documentée. Mon père a ri, mais le son est sorti faible. « Tu as changé les serrures sur tes propres parents? » « J'ai changé les serrures sur des gens qui m'ont dit que mon refus n'avait pas d'importance, » ai-je répondu. C'est alors qu'un deuxième véhicule est entré dans l'allée. Une berline noire s'est arrêtée derrière leur VUS, et la posture de mon père s'est raidie. Une femme en tailleur bleu marine est sortie, tenant une tablette. Ma mère l'a regardée et dans ce regard silencieux, j'ai compris quelque chose d'important. Elle savait que ce week-end n'était pas le simple séjour à la plage qu'ils avaient décrit. La femme s'est présentée comme Evelyn Shaw, directrice de la conformité pour l'entreprise où mon père travaillait. Elle n'était pas venue parce que je voulais l'humilier. Elle était venue parce que l'itinéraire qu'il avait créé utilisait ma maison comme lieu d'entreprise et la décrivait comme le domaine côtier Mercé, propriété privée du directeur régional. Mon père avait dit à son employeur qu'il contrôlait la propriété. Il avait également demandé le remboursement pour le traiteur,
le transport et ce qu'il appelait des frais de location de lieux privés. Les frais étaient censés être payés à une société de portefeuille dont je n'avais jamais entendu parler. Evelyne lui a demandé s'il souhaitait s'expliquer avant l'arrivée des cadres invités. Il a jeté un coup d'œil aux fenêtres, espérant peut-être que j'apparaîtrais, faible et pleine d'excuses, et que je le sauverais des conséquences de ses propres décisions. Chloé m'a donné son accord verbal il y a des semaines, a-t-il dit. Elle est contrariée parce que l'opération l'a rendue émotive. Le mensonge était si immédiat qu'il a clarifié des années de confusion. Il ne me comprenait pas mal. Il me réécrivait. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et envoyé à Evelyne l'enregistrement du message vocal de vendredi, le texto où j'avais écrit « Vous n'avez pas la permission d'utiliser ma maison ». Et sa réponse « Nous venons quand même ». Arrête d'être dramatique. Lucas m'avait conseillé de ne pas argumenter en temps réel. Les faits étaient plus difficiles à déformer lorsqu'ils arrivaient avec des dates. Evelyne a lu les messages sans changer d'expression. Ma mère a commencé à tirer sur la poignée d'une valise. Cela va trop loin, a-t-elle dit. Nous devrions tous entrer et parler en privé. J'ai presque ri. La vie privée avait toujours été leur bouclier préféré. Ils voulaient que chaque offense soit cachée au sein de la famille et que chaque sacrifice soit affiché en public. Personne n'entre, ai-je dit. Mon père s'est avancé vers la porte et a mis la main dans sa poche. Je savais ce qu'il cherchait. La clé de rechange que je leur avais donnée 4 ans plus tôt, avant de comprendre que l'accès pouvait devenir un droit acquis. Il l'a glissée dans l'ancienne serrure de secours. Elle n'a pas tourné. Le petit échec semblait l'enrager plus que la présence d'Evelyne. Il a tourné la clé à nouveau, plus fort. Lucas lui a dit d'arrêter. Mon père a levé les yeux vers la caméra et a dit « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de me coûter ». J'avais mal au dos en me calant contre les oreillers, mais ma voix est restée stable. En fait, papa, je sais exactement ce que tu as essayé de me faire payer. 18 heures plus tôt, j'avais cru que la dispute ne concernait que des invités indésirables. Puis mon téléphone s'est allumé avec un courriel que mon père m'avait accidentellement transféré au lieu de le faire à son assistant. La ligne d'objet indiquait « Week-end de leadership Arborline, programme final ». Je l'ai presque ignoré. Les médicaments rendaient l'écran flou et chaque mouvement provoquait une ligne de douleur brûlante dans le bas de mon dos. Mais l'aperçu montrait une photographie de ma maison. Pas un cliché décontracté, une image éditée par des professionnels, tirée de mon annonce immobilière avec mon adresse sous un logo doré. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai senti la pièce devenir très silencieuse. Le document décrivait ma maison comme une retraite côtière familiale disponible pour l'accueil de cadres. Il promettait des chambres privées, un dîner de chef, des réunions au lever du soleil sur la terrasse et un accès exclusif au sentier de la plage derrière ma propriété. 14 personnes étaient listées. Plusieurs étaient des cadres supérieurs. 2 représentaient une entreprise que mon père courtisait depuis des mois. La dernière page montrait les dépenses déjà soumises pour approbation, traiteur, service de voiture, location d'équipement et des frais de location de lieu de $12 000 payables à Mercé Coastal Holdings. J'ai cherché le nom de l'entreprise. Elle avait été créée 6 semaines plus tôt. L'adresse postale était la maison de mes parents. Ma mère était listée comme l'organisatrice. Mon père n'avait pas prévu un séjour à la plage. Il avait prévu de transformer ma maison de convalescence en une scène pour sa promotion et de percevoir de l'argent pour l'utilisation d'une propriété qu'il ne possédait pas. Cette découverte ne m'a pas choqué autant qu'elle aurait dû. Elle correspondait à un schéma que j'avais passé des années à réduire à des habitudes familiales inoffensives. Quand j'avais 17 ans, il avait pris l'argent d'un concours de design que j'avais gagné et l'avait utilisé comme acompte sur une voiture, promettant de me rembourser après sa prime. Il ne l'a jamais fait. À ma remise de diplôme universitaire, il a dit aux parents qu'il m'avait financé mes études. Bien que des bourses et 2 emplois aient presque tout couvert. Quand j'ai acheté mon premier appartement, ma mère a organisé une pendaison de crémaillère avant même que j'aie déballé mes cartons, a invité 40 personnes et a présenté l'endroit comme notre petit pied-à-terre en ville. Chaque fois que je m'y opposais, ils se montraient blessés. Chaque fois que je cédais, ils appelaient le silence la preuve que j'avais accepté. La maison de plage était censée être différente. Je l'ai achetée après 12 ans de travail en tant qu'ingénieur en structure, en économisant discrètement et en disant non à chaque suggestion d'ajouter mon père à l'acte de propriété pour la planification successorale. La maison n'était pas énorme, mais elle était à moi. Revêtement blanc,
une terrasse étroite et une vue sur l'eau entre deux dunes. Plus important encore, elle représentait une vie qu'il n'avait ni financée, ni arrangée, ni revendiquée. Pourtant, je leur ai donné une clé de rechange. Je me suis dit que la confiance exigeait de la générosité. Mon père a entendu propriété. La semaine avant mon opération, il m'avait demandé si la maison serait vide pendant ma convalescence. J'ai dit, non, je serai en convalescence là-bas parce que le rez-de-chaussée peut être aménagé pour une mobilité limitée. Il a répondu avec un emoji pouce levé. Maintenant, je comprenais qu'il n'avait pas oublié. Il avait calculé que je serais trop faible pour résister. J'ai appelé Lucas. Au début, il a essayé de me freiner. Il m'a demandé si l'itinéraire de l'entreprise pouvait être un brouillon, si mon père avait eu l'intention d'obtenir la permission plus tard, s'il était judicieux de le confronter alors que j'étais sous médicaments. Sa prudence m'a blessé parce qu'elle ressemblait au langage que j'avais utilisé contre moi-même pendant des années. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'aide pour interpréter les preuves. J'avais besoin d'aide pour protéger ma maison. Il y a eu un long silence. Puis il s'est excusé. « Tu as raison », a-t-il dit. Je traite cela comme un malentendu parce que je ne veux pas croire que quelqu'un te ferait ça 3 jours après une opération. C'était le défaut de Lucas. Il cherchait des explications raisonnables bien après que des personnes déraisonnables se soient révélées. Mais une fois qu'il a accepté les faits, il est devenu précis. Il a examiné l'acte de propriété, a confirmé qu'il n'y avait pas d'intérêt partagé, a organisé le changement de serrure d'urgence et a rédigé une révocation d'accès écrite. Il m'a également dit que les documents de l'entreprise soulevaient des problèmes au-delà d'une limite familiale. Je pouvais refuser l'entrée et m'arrêter là, ou je pouvais notifier l'entreprise que ma propriété avait été représentée sans autorisation. Mon doigt a plané sur l'adresse courriel d'Evelyn Shaw. Je savais comment mon père appellerait ça, trahison, déloyauté, vengeance. Mais comment appelez-vous cela quand quelqu'un utilise votre silence comme une signature? J'ai joint l'itinéraire, les textos et la preuve de propriété. Dans le message, je ne l'ai pas insulté ni spéculé sur ses motivations. J'ai écrit uniquement ce que je pouvais prouver. Je n'avais jamais autorisé l'événement, jamais accepté des frais de location, et explicitement refusé la permission après avoir appris qu'ils avaient l'intention de venir. Evelyn a répondu à 2h03 du matin. Elle m'a demandé de ne rien supprimer et a dit qu'elle arriverait avant les invités prévus. C'est à ce moment que l'histoire a changé. Jusque-là, mes parents avaient contrôlé chaque conflit en le rendant émotionnel et privé. J'avais finalement déplacé la vérité dans un endroit où les larmes, la culpabilité et les titres familiaux ne pouvaient pas la réécrire. De retour dans l'allée, mon père n'a cessé de tourner la clé inutile que lorsque le premier invité est arrivé. Un VUS argenté s'est garé derrière la berline d'Evelyn, suivi d'une autre voiture, puis d'une navette louée. Des hommes et des femmes sont sortis en tenue de week-end, portant des sacoches d'ordinateur portables et des valises de nuit. Ils s'attendaient à un accueil soigné dans un domaine privé. Au lieu de cela, ils ont trouvé mes parents debout à côté de bagages éparpillés pendant qu'un avocat gardait une porte verrouillée. Mon père s'est transformé instantanément. Ses épaules se sont détendues, sa voix s'est réchauffée et le sourire est revenu. Petit problème d'horaire, a-t-il annoncé. Ma fille est en convalescence et s'est angoissée. Nous allons régler ça dans 1 minute. Cette phrase contenait toute sa stratégie. Réduire ma décision à un symptôme, rendre ma résistance temporaire et continuer à jouer la comédie jusqu'à ce que je sois trop embarrassé pour le contredire. J'ai appuyé sur l'interphone. Il n'y a pas de problème d'horaire. Cet événement n'a jamais été autorisé et la maison n'est pas disponible. Tous les visages se sont tournés vers la caméra au-dessus de la porte. Ma mère a murmuré mon nom sur le ton d'avertissement qu'elle utilisait depuis l'enfance, comme si un seul mot pouvait me ramener à l'obéissance. Evelyn s'est adressée aux invités avant que mon père ne puisse le faire. Elle a dit que l'entreprise avait reçu des informations selon lesquelles le lieu et les dépenses connexes pourraient avoir été faussement représentés et que le rassemblement était suspendu en attendant un examen. Personne ne l'a accusé d'un crime. Personne n'en a eu besoin. Le silence qui a suivi était plus lourd que des cris. L'un des invités, un vice-président senior nommé Martin Haye, a regardé l'itinéraire imprimé sur son téléphone et a demandé à mon père si le domaine côtier Mercey était réellement sa propriété. Mon père a répondu par une histoire au lieu d'un oui ou d'un non. Il a dit que notre famille ne traçait pas de ligne rigide autour des actifs, qu'il m'avait aidé tout au long de ma vie et que la maison était effectivement partagée.
J'ai envoyé l'acte de propriété à Evelyne. Elle a montré la page de propriété à Martin. Mon nom était le seul indiqué. La confiance de mon père s'est fissurée sur les bords. Ma mère s'est avancée et a dit que j'avais toujours accueilli la famille, que l'opération m'avait effrayé et qu'ils avaient eu l'intention de me soutenir tout en organisant un très petit dîner. Une camionnette de traiteur a tourné au coin de la rue avant qu'elle ait fini. 2 employés ont commencé à décharger des plateaux et des tables pliantes. 14 cartons de table étaient visibles par les portes arrière. Personne n'a eu à contester sa version. L'allée l'a fait pour nous. Puis elle a saisi l'arme en laquelle elle avait le plus confiance. La honte publique. Elle a ouvert la discussion de groupe de la famille et a écrit que j'avais mis mes parents convalescents à la porte après qu'ils aient conduit des heures pour s'occuper de moi. Elle a ajouté que les collègues de mon père avaient été humiliés parce que je ne pensais pas clairement. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de parents. Une tante m'a dit d'arrêter de punir tout le monde pour un malentendu. Un cousin a demandé si j'avais besoin de quelqu'un pour gérer mes médicaments. Pendant quelques minutes, l'ancienne panique est revenue. Leur version se propageait plus vite que la mienne, recueillant la sympathie pendant que j'étais allongé à l'étage, incapable de me tenir debout sans aide. Mon premier instinct a été de me défendre avec une longue explication émotionnelle. Lucas m'a arrêté via l'interphone. Il a dit doucement, utilise les archives, pas la blessure. J'ai ouvert la discussion de groupe et posté 3 éléments. Mon refus écrit de vendredi, la première page de l'itinéraire de l'entreprise, et une photographie de la facture du traiteur pour 14 invités. En dessous, j'ai écrit, je suis en sécurité, sous surveillance médicale et pleinement consciente. Je n'ai invité personne. J'ai refusé la permission. S'il vous plaît, ne répétez pas d'affirmations sur ma santé pour excuser une conduite que vous n'avez pas vérifiée. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. L'effet n'a pas été immédiat, mais il a été irréversible. Ma tante a supprimé son message. Un cousin a écrit, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Un autre a demandé pourquoi une visite familiale nécessitait des frais de location d'entreprise. Ma mère a regardé son écran alors que l'histoire qu'elle avait lancée se retournait contre elle. Mon père a vu ce qui se passait et a changé de tactique. Il s'est approché de la caméra, baissant la voix. Chloé, retire ça. Tu nuis à la famille. J'ai regardé son visage sur mon moniteur et je me suis souvenu d'avoir 9 ans, debout à côté d'une lampe cassée qu'il avait renversée lors d'une dispute. Il avait dit à ma mère que j'étais négligente, et je m'étais excusé parce que sa colère semblait plus dangereuse que le mensonge. Pendant des décennies, j'avais traité la vérité comme un luxe qui pouvait être sacrifié pour garder la pièce calme. Allongé dans ce lit, j'ai compris que le calme acheté avec ma crédibilité n'était pas la paix. Les documents nuisent à l'histoire que tu as racontée, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que moi qui nuis à la famille. Martin et 2 autres invités sont retournés à leur véhicule. Les partenaires commerciaux potentiels ont parlé brièvement avec Evelyne, puis ont demandé à leur chauffeur de les ramener à l'hôtel. Mon père a regardé l'opportunité sur laquelle il avait bâti le week-end quitter l'allée. Il s'est tourné de nouveau vers la maison, ne souriant plus. « Tu penses que ça te rend puissante ?» a-t-il demandé. « Tu vas regretter de m'avoir humilié. » Mes mains étaient froides, mais ma réponse est venue sans effort. 5e partie. La signature que je ne leur ai jamais donnée. L'allée s'est vidée, mais la confrontation n'a pas cessé. Evelyne a demandé à mes parents de rester disponibles pour des questions, et Lucas a suggéré qu'il quitte la propriété avant que la situation ne dégénère. Ma mère a commencé à remettre les sacs en vrac dans le VUS. Mon père n'a pas bougé. Il se tenait sous la caméra, fixant la porte d'entrée comme si assez de colère pouvait la faire s'ouvrir. Puis il a levé son téléphone. « J'ai une autorisation écrite », a-t-il dit. « Tu me l'as donnée. » Un document est apparu sur la tablette d'Evelyne quelques secondes plus tard. C'était une lettre d'une page indiquant que j'avais accordé à mes parents une utilisation illimitée de la maison pour des événements familiaux et professionnels. Mon nom était tapé en bas au-dessus d'une signature numérique. Le nom de ma mère apparaissait comme témoin. Pendant une seconde terrifiante, je me suis demandé si j'avais signé quelque chose des mois plus tôt sans le comprendre. Ce doute était familier. Mes parents m'avaient appris à chercher l'erreur en moi avant d'envisager qu'ils puissent mentir. Lucas a demandé à Evelyne de transférer le fichier. Il a examiné les métadonnées et m'a appelé en privé. Le document avait été créé 6 jours plus tôt alors que j'étais à l'hôpital.
La signature numérique était une image copiée d'un contrat d'entrepreneur que j'avais envoyé par courriel à mon père l'année précédente quand il avait recommandé quelqu'un pour réparer la terrasse. Ce n'était pas une contrefaçon subtile cachée derrière un génie technique. C'était l'arrogance habillée en logiciel de bureautique. « Veux-tu les confronter maintenant ?» a demandé Lucas. J'ai regardé le déambulateur à côté de mon lit et le calendrier des médicaments scotché à la lampe. Mon corps exigeait du repos, mais l'ancienne version de moi croyait que les limites ne comptaient que si je les défendais personnellement dans la pièce. Non, ai-je dit. Je veux que tout soit documenté. Nous avons créé ce que Lucas a appelé un registre de preuves. Il a remplacé la liste émotionnelle que j'aurais pu écrire autrefois. Respecte-moi, comprends-moi, s'il te plaît, prends soin de moi a été remplacé par une chronologie que personne ne pouvait déformer. À 16h42 le vendredi, mon père a annoncé le voyage. À 16h47, j'ai refusé. À 17h03, il a dit qu'il venait quand même. 6 jours avant cela, quelqu'un a créé une fausse autorisation. 3 semaines plus tôt, les frais de location avaient été soumis. Chaque entrée était liée à un message, une facture, un fichier ou un clip de caméra. Le registre ne m'a pas fait me sentir courageuse. Il a rendu le courage inutile. Je n'avais plus besoin de gagner un débat sur le fait que je méritais la paix après une opération. J'avais seulement besoin de montrer ce qui s'était passé. Evelyne a demandé un entretien de conformité virtuel pour cet après-midi-là. Mon père a insisté pour n'y participer que si je me joignais à lui. Il s'attendait probablement à me submerger avec l'ancien rythme familial, interrompre, accuser, puis offrir des excuses partielles une fois que je serais épuisé. Lucas m'a prévenu que la réunion pouvait attendre. Mon médecin m'avait dit que le stress pouvait ralentir la guérison et ma douleur s'était intensifiée pendant la matinée. J'ai envisagé de refuser. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de faire semblant d'être forte pendant des heures. Je pouvais entrer, énoncer les faits et partir. Nous avons convenu que Lucas ne parlerait que des questions de propriété, qu'Evelyne contrôlerait la réunion et que je pourrais me déconnecter à tout moment. À 15h, leurs visages sont apparus sur mon ordinateur portable. Mes parents étaient assis dans leur VUS sur un parking public près de la plage. La cravate de mon père avait remplacé sa chemise de week-end. Ma mère était assise rigidement à côté de lui, ne prétendant plus que le voyage visait à prendre soin de moi. Evelyne a commencé avec la lettre d'autorisation. Elle a demandé qui l'avait créée. Mon père a dit que son assistant l'avait préparée après une conversation téléphonique au cours de laquelle j'avais accepté l'événement. J'ai dit que cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il a répondu avant qu'Evelyne ne puisse parler. Chloé, tu oublies des choses quand tu es stressée. Lucas a affiché les métadonnées du document à l'écran et a souligné que le compte de l'assistant n'avait jamais accédé au fichier. Il avait été créé depuis l'ordinateur portable personnel de mon père. La signature de témoin de ma mère avait été ajoutée depuis son téléphone quelques minutes plus tard. Evelyne a demandé à ma mère si elle m'avait vu signer. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a répondu pour elle. Nous avons compris les intentions de Chloé. Evelyne a répété la question. Cette fois, ma mère a dit non. Une syllabe a brisé leur alliance. Mon père s'est tourné vers elle avec une expression que j'avais vue dirigée contre moi d'innombrables fois, l'incrédulité que quelqu'un sous son influence ait choisi la vérité plutôt que la protection. Ma mère s'est empressée d'adoucir le coup. Elle a dit qu'il s'attendait à ce que j'accepte, que je le faisais habituellement, et que la lettre était seulement destinée à faire avancer la planification. Cette explication a révélé plus que ne l'aurait fait un déni. Ils avaient converti mon histoire de capitulation en consentement anticipé. Evelyne a ensuite posé des questions sur Mercé Coastal Holdings et les frais de location. Mon père a affirmé que la société était une future entreprise familiale et que les frais soutiendraient éventuellement l'entretien de ma maison. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise. Aucun fonds ne m'avait été offert. Le compte de paiement appartenait conjointement à mes parents. Quand Evelyne a demandé pourquoi l'entreprise facturait pour une propriété qu'elle ne contrôlait pas, mon père a cessé de répondre et m'a accusé d'exploiter un malentendu privé pour détruire sa carrière. J'ai senti la vieille envie de le rassurer. Elle est montée automatiquement, presque tendrement, parce que les filles peuvent être conditionnées à réconforter la personne qui leur fait du mal. J'ai posé mes 2 mains sur la couverture jusqu'à ce que l'impulsion passe. Ta carrière dépendait du fait que les gens croient que tu possédais ce que j'ai construit, ai-je dit. Je n'ai pas créé ce risque.
Il a menacé de me poursuivre en justice pour diffamation et a dit qu'il me retirerait de son testament. La menace aurait pu fonctionner autrefois. Puis Lucas a déclaré calmement que des documents véridiques n'étaient pas de la diffamation et lui a rappelé que l'héritage ne pouvait pas être utilisé pour acheter l'accès à ma propriété. J'ai regardé dans la caméra. Garde tout ce que tu prévois de me laisser. J'ai fini de le payer à l'avance. Puis je me suis déconnecté. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis fin à la conversation avant que mon père ne décide qu'elle était terminée. Le dimanche matin a apporté le point culminant que mon père avait passé des années à m'apprendre à craindre. Evelyne a programmé un appel de révision finale avec Martin, les deux représentants de Arborline, le président de la division de mon père et le conseil juridique de l'entreprise. Elle a dit que ma participation était facultative. Je me suis jointe pendant 10 minutes parce que je voulais qu'un point soit consigné. Je n'avais pas autorisé que ma maison, mon nom ou ma convalescence soient utilisés dans sa présentation. Mon père est apparu depuis la cuisine de mes parents avec ma mère à ses côtés. Il avait l'air fatigué mais pas humilié. Il a commencé par des excuses qui n'ont jamais atteint le cœur de ce qu'il avait fait. Il était désolé que le week-end soit devenu confus. Il était désolé que des tensions familiales privées aient affecté des collègues. Il était désolé que je me sois senti sous pression. Chaque phrase éloignait la responsabilité de lui et la déposait doucement à mes pieds. Puis Martin a posé une question directe. Saviez-vous que Chloé avait refusé avant que vous ne vous rendiez à la propriété? Mon père a dit qu'il pensait que je reconsidérerais une fois que nous aurions parlé en personne. Evelyne a joué le message vocal qu'il avait laissé après notre appel de vendredi. Sa propre voix a rempli la réunion. Nous avons déjà pris des engagements. Nous venons et tu dois arrêter de tout transformer en crise. Personne n'a interrompu. Elle a affiché la fausse autorisation à côté du contrat d'entrepreneur original d'où ma signature avait été copiée. Elle a montré la facture du lieu, l'enregistrement de la société de portefeuille et la demande de remboursement. Mon père a tenté une dernière défense. Il a dit qu'il avait passé sa vie à me soutenir, que la maison n'existerait pas sans les valeurs qu'il m'avait enseignées, et que les familles partageaient souvent les ressources de manière informelle. Le président de la division a demandé s'il avait contribué à l'achat, à l'hypothèque, aux impôts ou à l'entretien. Pas directement, a-t-il admis. Ce mot directement était sa dernière tentative de se placer au sein de ma réussite. J'ai parlé avant qu'il ne puisse développer. Ma mère s'est couvert la bouche. Puis, de manière inattendue, elle l'a confirmé. Elle a dit que mon père lui avait dit que je me plaindrais mais que je finirais par céder parce que je n'aimais pas les conflits. Elle a admis avoir aidé avec les documents de l'entreprise parce qu'il avait promis que la retraite lui assurerait une promotion et qu'il rembourserait l'argent du lieu après l'événement. Sa confession n'a pas effacé ses choix, mais elle a mis fin à sa capacité d'appeler la situation un malentendu. Les représentants de Arborline se sont retirés de la réunion de partenariat proposée. Martin a déclaré qu'il ne pouvait plus parrainer mon père pour la promotion régionale. Le président de la division l'a mis en congé administratif immédiat en attendant un examen en vue d'un licenciement et a ordonné à l'entreprise d'annuler le remboursement du lieu. Il a été enjoint de rembourser les frais non remboursables de traiteur et de transport qui avaient été approuvés sur la base de ses déclarations. Le total s'élevait à un peu plus de 18 000 $. Mon père a regardé l'écran, stupéfait non pas par ce qu'il avait fait, mais par le fait que les conséquences l'avaient enfin atteint. Chloé, a-t-il dit, abandonnant les cadres et ne s'adressant qu'à moi. Es-tu satisfaite maintenant? C'était la question qu'il voulait que tout le monde retienne, pas si j'étais en sécurité, pas s'il avait falsifié mon approbation, mais si sa perte m'avait rendue heureuse. J'ai répondu avec soin. Je suis satisfaite que mon nom soit enfin traité comme une phrase complète. Puis j'ai quitté la réunion. Lucas s'est occupé des dernières démarches concernant la propriété. Il a envoyé à mes parents une mise en demeure formelle de cesser de représenter tout intérêt de propriété dans la maison, de restituer chaque clé et dispositif d'accès, et de rembourser les frais de serrurier d'urgence. Il a également préservé mon droit de poursuivre pour la fausse signature s'il l'utilisait à nouveau. Je n'ai pas exigé d'argent pour la douleur émotionnelle ni inventé de punition. J'ai exigé une réparation là où la réparation était mesurable. Dans l'après-midi, ma mère a livré les anciennes clés dans une enveloppe au bureau de Lucas. Mon père a refusé, insistant sur le fait que l'une lui appartenait. Le journal de sécurité a prouvé qu'il avait tenté de l'utiliser après que la permission ait été révoquée, alors Lucas a ajouté cet incident à la vie. 2 heures plus tard,
la clé est apparue dans la boîte aux lettres du bureau. La discussion de groupe de la famille, autrefois utilisée pour me faire honte, est devenue l'endroit où ma mère a publié une correction. Elle a écrit qu'il n'avait pas été invité, que j'avais clairement refusé, et que la visite incluait un événement professionnel que je n'avais jamais approuvé. Elle n'a pas mentionné la lettre falsifiée jusqu'à ce qu'une tante le demande directement. Alors elle a admis cela aussi. Mon père a quitté le groupe. Cette petite sortie numérique avait plus de poids que n'importe quel discours dramatique. Il avait toujours survécu en contrôlant le public. Maintenant, le public avait les documents. Ce soir-là, j'ai regardé le coucher de soleil depuis ma fenêtre à l'étage tandis que la maison intacte restait silencieuse en bas. J'avais imaginé que la vengeance serait chaude, comme la rage, la victoire ou les applaudissements. Au lieu de cela, elle ressemblait à une porte verrouillée, un téléphone en sourdine, et la première respiration complète que j'avais prise depuis l'opération. 6 semaines plus tard, je pouvais marcher de la chambre à la terrasse sans le déambulateur. La guérison était plus lente que je ne le voulais et plus stable que je ne le craignais. La maison est restée silencieuse, mais le silence ne ressemblait plus à de l'abandon. Il semblait protégé. L'entreprise de mon père a terminé son examen pendant ma 4e semaine de thérapie physique. Il a eu le choix de démissionner ou d'être licencié pour fausse déclaration, détournement de fonds de l'entreprise et soumission d'une fausse autorisation liée à un événement d'entreprise. Il a démissionné. La promotion a disparu. Arborline a choisi un autre partenaire et mes parents ont remboursé les frais de l'événement annulé avec les économies qu'ils avaient prévues pour une croisière de luxe. Ces pertes étaient substantielles, mais la conséquence qui semblait le blesser le plus était sociale. Les parents ont cessé d'accepter sa version des événements sans preuve. Les collègues qui admiraient autrefois sa confiance comprenaient maintenant sur quoi elle avait été bâtie. Il n'avait pas tout perdu parce que je l'avais attaqué. Il a perdu les privilèges qui dépendaient du silence de tous les autres. Ma mère a appelé 2 fois. La première fois, elle s'est excusée d'avoir laissé les choses dégénérer. Je lui ai dit que cette formulation faisait paraître le mal accidentel. Elle a rappelé 4 jours plus tard et a essayé sans fioriture. Elle a dit qu'elle avait aidé à créer la fausse lettre, qu'elle avait répété des affirmations sur mon état mental pour me discréditer, et qu'elle avait accordé plus de valeur à la promotion de mon père qu'à ma guérison. Je l'ai remerciée d'avoir nommé la vérité. Je ne l'ai pas réinvitée. La responsabilité était un début, pas une clé. Nous avons convenu que tout contact futur se ferait par téléphone jusqu'à ce que j'en décide autrement. Mon père a envoyé un seul courriel. L'objet était « Ce que tu as fait à cette famille ». Au milieu, il a écrit qu'il était désolé d'avoir trop présumé. Puis il a passé 5 paragraphes à décrire son humiliation. Je n'ai pas répondu. Lucas m'a demandé s'il ignorait donner un sentiment d'inachevé. Je lui ai dit que non. Pendant des années, j'avais cru que la clôture exigeait que l'autre personne me comprenne. Maintenant, je savais que la clôture pouvait aussi signifier refuser un autre procès dans un tribunal qu'il contrôlait. Lucas et moi avons aussi été changés par ce week-end. Il s'est de nouveau excusé d'avoir initialement cherché une explication innocente. Je lui ai dit que le soutien ne nécessitait pas des instincts parfaits, mais qu'il exigeait une correction lorsque les faits devenaient clairs. Il a accepté cela sans se défendre. Cela rendait ses excuses différentes de celles de mon père. Nous ne nous sommes pas transformés en personnes sans défaut. Nous sommes devenus des personnes plus honnêtes. J'ai mis à jour le système de sécurité, retiré mes parents des contacts d'urgence et révisé les documents qui leur donnaient autorité si je devenais médicalement incapable de prendre des décisions. J'ai désigné un cousin de confiance et Lucas à la place. Cette étape m'a effrayé plus que de changer les serrures. Une clé ouvre un bâtiment. L'autorité légale peut ouvrir une vie entière. Pendant ma convalescence, j'ai aussi appris combien de formes pratiques le respect peut prendre. Un voisin a laissé des provisions dehors sans sonner. Mon kinésithérapeute m'a envoyé un texto avant chaque visite au lieu de présumer de l'accès. Mon cousin m'a demandé si je voulais de la compagnie et a accepté un pas aujourd'hui sans me faire expliquer. Ces petits moments ont révélé à quel point les exigences de mes parents avaient été anormales. Des soins sains ne forcent pas leur chemin à travers une porte verrouillée, n'annoncent pas un agenda, ou n'exigent pas de gratitude avant d'être donnés. J'ai aussi créé une règle permanente. Aucun membre de la famille ne recevrait plus jamais d'accès simplement parce que refuser semblait impoli. Le premier matin où j'ai été autorisé à marcher sur la plage,
j'ai avancé lentement le long de la promenade tandis que le vent pressait contre ma veste. La maison se tenait derrière moi, exactement là où elle avait toujours été. Rien dans les murs n'avait changé, et pourtant, elle me semblait enfin entièrement mienne. Je n'ai pas célébré le week-end ruiné de mon père ou son poste perdu. J'ai célébré la fin d'un système dans lequel ses plans devenaient automatiquement mes obligations. Les gens appellent parfois toute conséquence une vengeance lorsqu'ils veulent que la personne qui a exposé la vérité se sente cruelle. Mais il y a une différence entre détruire quelqu'un et l'empêcher de vous utiliser comme protection contre ses propres choix. Mon père a revendiqué ma maison parce qu'il croyait que l'amour rendait mes limites négociables. J'ai refusé et la vérité a réclamé tout ce qu'il avait construit sur cette croyance. Voici donc la question que je veux vous laisser. Quand un membre de la famille qualifie vos limites d'égoïstes, demande-t-il de l'amour ou vous demande-t-il de lui faciliter la vie à vos dépens? Dites-moi où vous auriez tracé la ligne, car parfois le moment qui ressemble à une vengeance est simplement le premier moment de respect de soi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la dernière phrase. Tout dans cette histoire est fictif, destiné uniquement au divertissement, à l'éducation et à la narration dramatique. Nous espérons que cela vous rappelle que vous n'avez pas besoin de rester loyal à une version de quelqu'un qui n'existe plus lorsque ses actions continuent de vous blesser. Vous êtes autorisé à répondre à la réalité qui se présente à vous.